Bonjour à tous, merci d'être là et d'accueillir Monsieur Mackin qui vient dans notre bonne ville de Montpellier et qui est déjà venu d'ailleurs. Et donc nous l'accueillons pour son dernier livre, Au-delà des frontières. Et alors je pense que tout le monde connaît Andreï Mackin, mais quand même on va redire... On va donner quelques éléments de sa biographie. Andreï Mackin a donc eu au moins 2 vies, peut-être beaucoup plus, mais en tout cas les 2, on en connaît 2. Donc il a vécu en Russie, en URSS, on dirait, oui, et puis en France, à partir de 1987. En 1990, son premier roman est sorti en tant que, soi-disant, traduction du russe. Et puis, en 1995, a été publié Le Testament français, qui a eu le prix Goncourt, le prix Médicis. Et à ce moment-là, Andreï Mackin est devenu un écrivain français. Donc, et puis, 20 ans plus tard, en 2016, il a été élu à l'Académie française. Aujourd'hui, donc, vous nous offrez Au-delà des frontières. Ce titre est très inspirant. Déjà, le titre nous inspire. Est-ce que vous pensez que, et on va le voir dans le livre, que la vie est un perpétuel franchissement de frontières ? Oui, une question très générale et qui ne se rapporte pas vraiment au livre. Mais vous avez tout à fait raison d'insister sur une chose. Il y a 2 catégories de choix existentiels, ou presque 2 catégories humaines. Les gens qui se satisfont complètement de leur position et les autres qui cherchent. Et ceux qui cherchent dans le roman s'appellent diggers. Diggers, ce sont des creuseurs qui cherchent au-delà des mensonges de la société. Quand vous parlez des frontières, il faut avoir présent en esprit que cette première frontière, c'est tout simplement notre fragilité biologique. Nous naissons et nous vivons seulement 20 ou 30 000 jours. C'est ce décompte qui est fait dans le roman et qui peut paraître insensé de brièveté. 20 ou 30 000 jours. D'habitude, quand je pose cette question aux jeunes, je le fais de cette façon-là. Je leur propose 3 chiffres. 1 million, 5 millions, 10 millions. Et puis, je leur demande, sans faire de calcul, de me répondre à cette question. Combien de jours fait notre vie? Et bien sûr, les gens disent, mais 10 millions, peut-être même plus. Et j'aurais répondu comme ça quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Voilà. Et un peu moins jeunes répondent 5 millions peut-être. Et les gens de mon âge disent 10 millions. Ils se trompent complètement, oui. Complètement. Finalement, nous vivons une poignée de jours. Donc, ça peut paraître un constat terrifiant. Terrifiant. Surtout quand on s'aperçoit de cette brièveté, il nous reste quelques milliers de jours à vivre. Et en même temps, vous avez employé le mot enthousiasmant. Mais oui, c'est enthousiasmant. Pourquoi? Parce que dans cette poignée de jours, nous avons quand même la chance et la possibilité d'atteindre l'essentiel. Et les héros de ce livre découvrent cette brièveté. Ils pensent donc à la première naissance, notre naissance biologique. L'homme ou une femme, un être humain qui naît, c'est un petit animal, sans langue, sans conscience, sans connaissance. Et puis, la deuxième naissance, c'est notre naissance sociale. Très vite, ce petit animal devient un animal social, comme disait Marx. On commence à le former. On commence presque, j'allais dire, un peu méchamment, on commence à le dresser. Le dressage éducatif, le dressage scolaire, le dressage professionnel. Et après, comme je vous ai dit, il y a 2 catégories. Certaines personnes disent, mais écoutez, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a mon corps qui va périr pour une raison très simple, c'est qu'on est extrêmement périssable. Et puis mon statut social, je vais essayer d'atteindre tout ce que je peux atteindre, et puis finalement, ça m'échappera. Et
plusieurs personnages, grandes réussites sociales qui sont décrites dans ce roman. Onassis, Madoff, Strauss-Kahn, je les utilise spécialement parce que moralement, on peut les condamner. Mais ces personnages sont très intéressants parce qu'ils ont poussé cette deuxième naissance, la naissance sociale, jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Et voyez-vous ce qui leur arrive. Onassis meurt tout seul, abandonné parce que ses enfants sont morts, sa femme aussi. Et il se retrouve, comme je le décris, sur une île déserte pratiquement, enfin une île bien sûr où on peut bien vivre, mais pas au-delà, et complètement désenchanté. Vous avez vu ce qui est arrivé, je ne sais pas, à Strauss-Kahn ou à Carlos Ghosn, c'est-à-dire même quand on atteint la limite, réussite sociale totale. La deuxième naissance qui est une naissance sociale, même quand on atteint les frontières de cette naissance, finalement, c'est très peu de choses. Et donc la question de la troisième naissance se pose. Voilà, alors la troisième naissance, que vous appelez alternaissance, elle consiste en quoi? Alors, Et là, la question est posée toujours de cette façon. Oui. En quoi? C'est-à-dire, expliquez-nous par A plus B oui. Comment être immortel, comment être éternel. Mais il s'agit bien de cela. Ce que je vous propose, ce que je propose dans ce livre, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est d'abord s'écouter. Nerval disait, le poète Nerval, Gérard de Nerval disait, on s'écoute vivre. C'est très rare ces moments où tout à coup on s'écoute vivre. On a cette intuition très intime, très profonde, d'abord d'être unique dans ce monde qui nous rend très remplaçables, très remplaçables. On s'écoute vivre et puis on se dit, est-ce que mon temps intime, le temps que je vis, ma présence intime, correspond à ces deux grands temps, ces deux grandes temporalités qui cadencent notre vie. Le soleil se lève, le soleil se couche. Une journée passe, donc vous rayez une journée de cette maigre poignée de jours qui nous reste à vivre. Notre vie sociale, on va au travail. Ne lisez pas, Janine, on va faire ça à bâton rompu, ça sera mieux. Fermez vos notes, fermez vos notes. Ça sera beaucoup plus simple. On n'est pas là pour... On n'est pas à un examen de... Je vous écoute en même temps. On n'est pas à un examen. Et donc, un temps astronomique, un temps social qui cadence notre vie et qui la cadence de façon impitoyable. Il y a en France une quinzaine de milliers de personnes qui se suicident juste pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire la pression est telle que les gens tombent en dépression ou qui se suicident. Et donc, cette cadence est une cadence infernale. Infernale, elle peut être infernale. Le temps astronomique, biologique, si j'ose dire, parce que nos rythmes sont indexés en quelque sorte sur les rythmes astronomiques, et le temps professionnel. Quand les Soviétiques, quand les Russes ont commencé à envoyer leur premier astronaute dans l'espace, ils se posaient la question sur les rythmes, justement. Est-ce que finalement le Soleil, est-ce que le travail sont tellement bien cadencés que le cosmonaute va vivre la même chose que sur Terre? Ils ont enfermé donc les premiers astronautes dans des locaux complètement hermétiques, où bien sûr ils pouvaient allumer la lumière, où ils pouvaient travailler, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, où ils pouvaient se sustenter, il y avait donc de la nourriture, mais aucun contact avec le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les nuits ont commencé à s'allonger et ont commencé à durer à peu près 16 heures. L'homme dormait 16 heures. Et les journées duraient 24 heures parfois. Donc ces rythmes que nous croyons complètement légitimes, uniques et indépassables, ce sont des rythmes très, très relatifs. Et donc cette première cadence peut être dépassée. Maintenant, la deuxième cadence, là où vous touchez à quelque chose de sacré pour tant de personnes, c'est-à-dire notre statut professionnel, notre statut social, nous sommes tous attachés, n'est-ce pas, à son importance. Dès le plus jeune âge, on nous explique à quel point c'est important
d'écarter un peu les autres dans cette concurrence féroce qu'est la vie sociale, et puis de s'imposer. Il faut s'affirmer, il faut s'imposer, mais souvent au détriment des autres, de nos frères humains. Et l'homme qui comprend que ni le premier temps, ni la première cadence biologique, ni la deuxième professionnelle n'est pas si absolue que ça, il commence à se poser la question, mais est-ce que j'ai l'intuition de quelque chose d'autre en moi? Les religieux, vous aurez parlé, bien sûr, de l'âme. J'ai reçu une très jolie lettre écrite par un prêtre, pas de la communauté de Thésée avec lesquels j'ai souvent conversé et correspondu. Ils m'ont invité un jour à faire une conférence. Mais non, ça c'était un prêtre qui m'a écrit en disant une chose qui m'a beaucoup ému. Il m'a dit, mais vous savez, je le dis par métaphore, mais si le Christ revenait demain parmi nous, il se serait reconnu dans l'alternaissance. Pour moi, c'était quelque chose d'ébouriffant. Je n'ai jamais pensé à ça. Oui, je suis né dans un pays athée. On n'avait pas de croyance, on n'était pas du tout, on ne faisait pas de messe, ça n'existait pas. Et ce rapprochement était très étonnant. C'est-à-dire, ce rythme nous mène au-delà de notre condition humaine. L'alternaissance, alors que la première naissance, elle est en dehors de notre volonté. La seconde, elle est aussi en dehors de notre volonté, puisque nous suivons la marche de notre société. Nous suivons ce flot qui nous entraîne dans des directions différentes, d'ailleurs. Et la troisième, elle est volontaire. Elle est... Voyez-vous, vous êtes en train de contredire Proust. Proust parlait de la mémoire involontaire. Vous connaissez son histoire, sa célèbre histoire de Petite Madeleine. Il mange la Petite Madeleine et tout à coup, tout un monde de souvenirs, de réminiscences s'éveille en lui. Mais ça devait, d'après lui, ça devait être involontaire. Oui, il marche et il trébuche et tout à coup, ce trébuchement lui rappelle le même trébuchement sur la place Saint-Marc à Venise. Ainsi de suite. Donc, une réminiscence, mais involontaire. Je ne dirais pas volontaire, je dirais consciente. Volontaire, c'est, vous voyez, comme si vous imposiez un précepte. Il n'y a pas de précepte dans ce livre. Vous voyez, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est tout simplement quelque chose de conscient. Vous êtes consciente qu'il y a en vous une dimension qui ne se rapporte pas ni à votre être biologique périssable, ni à ce statut social auquel on s'accroche comme une huître à un rocher, oui, parce que ça nous paraît tellement important. Nos sociétés nous ont conçus comme ça, comme des robots qui doivent absolument subir ce rythme et être les meilleurs. C'est pour cela que je commence par faire une sorte de... comment on peut appeler ça? Un constat, mais un constat très simple. Dans quelle société nous vivons? Le début s'ouvre sur le roman de ce jeune héros, Vivien de Linden, et ce roman s'appelle Le Grand Déplacement. Le Grand Déplacement, Vivien de Linden, c'est un jeune homme qu'on pourrait appeler identitaire, racialiste, un opposant farouche à l'immigration. Et lui, il rêve d'une France un peu fantasmée, la France à l'ancienne, qui, à mon avis, n'a jamais véritablement existé, enfin, dans ce qu'il conçoit. Et dans sa tête naît cette idée, tout ce qui empêche la France de marcher bien, tous ces gens qui commettent des actes terroristes, ceux qui cachent ces actes terroristes dans les médias, qui essayent de laver nos cerveaux, de nous imposer le politiquement correct et la bien-pensance, ils doivent partir en Libye. Oui, par cette métaphore étrange s'ouvre ce roman, qui est extrême, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'idée de chasser tout ce qui empêche ce pays, d'après lui, qui est amputé de son passé, de ses traditions, il se conçoit orphelin d'une grande idée nationale. Ça peut se concevoir. Il y a des jeunes comme ça en France, vous savez très bien, qui professent à peu près les mêmes idées. Faut-il les mettre sous le boisseau, ne pas en parler, ou faut-il en parler? Pour moi, il est intéressant. Pourquoi? Parce que même dans ses extravagances, dans la radicalité de ses vues, il exprime quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce que cette radicalité est autour de nous. Nous avons parlé des rythmes biologiques et des rythmes sociaux. Mais dans ces rythmes sociaux, dans ces rythmes quotidiens, nous avons de plus en plus l'intervention d'une fatalité horrible, meurtrière,
Tout à l'heure, je parlais à la journaliste qui est en train de faire donc son reportage. Je lui parlais et j'ai trouvé peut-être cette formule qui pourrait paraître étonnante. Je lui ai dit, mais il y a 10 ans, je vous aurais annoncé cette chose-là. Dans 10 ans, donc dans les temps qui viennent, en France, dans ce pays apaisé, démocratique, très accueillant, aimé par plein d'autres peuples et adoré par les Russes, imaginez cette chose, un jeune homme entre dans une école et commence à abattre les enfants à bout portant. Vous auriez crié au fou en disant « Mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible !» Imaginez une autre chose, dans cette France apaisée, tranquille, prospère par rapport à bien d'autres pays, un homme prend un camion et commence à écraser des dizaines de personnes sur la promenade des Anglais. Dans cette France magnifique, un jeune homme est kidnappé et torturé pendant 3 semaines et puis sauvagement assassiné. Si j'annonçais ça il y a 10 ans, on aurait dit non, c'est complètement fou. C'est complètement fou ce que vous dites. C'est impossible, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Ce n'est plus la France, c'est quelque chose d'autre. Or, ce sont des choses qui se sont produites et qui nous ont tous meurtris par notre impuissance devant ce fléau. Et c'est là où la radicalité de ce garçon, qui est radical, qui est extrême, il faut le reconnaître, devient intéressante. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses, il ne se cache pas derrière son petit doigt qu'en font nos médias qui nous lavent les cerveaux tout le temps, avec le vivre ensemble, avec cette France bienheureuse où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Ce personnage est intéressant. Certainement, ce personnage qui a pour nom Vivien est très intéressant. C'est un personnage jeune, c'est un personnage qui est blessé aussi, qui est blessé dans son mental et qui est blessé dans son corps. Et pour moi, oui, c'est un personnage très intéressant. Les idées qu'il prône sont très radicales et aussi je trouve qu'il a beaucoup d'œillères et qu'il est assez passéiste. Mais ça existe, oui, ça existe. Quand vous dites passéiste, Janine, voyez-vous, je préfère une France où les choses que j'ai énoncées ne se produiraient pas. Suis-je passiste dans ce cas-là? Est-ce que je préfère ce passé-là? Mais oui, je me reconnais passiste dans ce cas-là. Je préfère une France où, comme Hugo, on pouvait se lever et dire ces vérités même à l'empereur, oui, avoir ce courage. Je préfère ça. Je préfère une France gaullienne, je ne le cache pas, où un président de la République, c'est un président de la République, et non pas un galopin qui prend son scooter et qui va voir sa maîtresse. Vous voyez, ça, pour moi, ce n'est plus un président de la République. Oui, parce que vous avez une idée de la grandeur de la France. La grandeur, c'est le bon sens. Enfin, attendez, c'est le bon sens. C'est juste, il n'y a rien de grand de faire honnêtement sa fonction de président de la République. Bien sûr, absolument, oui. Absolument. Oui, mais donc ce garçon a quand même, est dans un groupe qui est quand même, il faut le dire, moi j'aime pas mettre des étiquettes, mais c'est quand même bien un fasciste, avec leur pandémonium, comme vous le décrivez, qui est couvert de citations. Des citations tout à fait réelles. Je n'ai rien inventé dans les citations. Bien sûr, c'est vrai que quand vous entrez, vous les traitez de fascistes, encore faut-il revenir au terme historique. Fascisme, c'est Mussolini. Ils ne sont pas mussoliniens du tout. Voilà. Ils ne proposent pas du tout de rouvrir les camps de concentration pour les Roms, pour les Juifs, pour les communistes, etc. C'est pas du tout. Donc là, j'hésiterai sur cette terminologie. On traite en France très facilement, vous savez comment ça se passe, on traite dès que vous quittez la ligne du parti du politiquement correct, vous êtes fasciste, vous êtes extrême droite, vous êtes fasciste. C'est pas du tout le cas. Disons, c'est plutôt des comment on peut les identitaires. Les identitaires avec une tendance quand même, alors ne disons pas fasciste, mais nazi, parce que quand on cite Mein Kampf et qu'on l'affiche. Mais alors, ce que j'ai trouvé étonnant dans ce groupe de jeunes, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ce sont des jeunes gens qui sont mécontents de leur société, ça c'est évident, et des jeunes gens qui
qui vont prôner des idées dont peut-être ils n'ont pas une notion de ce que ça peut donner si on les mène jusqu'au bout. Et puis surtout, celui que j'appellerais leur chef un peu, Vivian, c'est quand même celui qui est le plus aimé dans ce groupe. Ils affichent des formules qui disent on détruira tous les faibles de corps, et il vaut mieux être fort, avoir un corps fort. Permettez-moi de vous couper la parole. parole, parce que là, on s'enfonce dans un débat qui n'a pas beaucoup d'intérêt, pour une raison très simple, c'est qu'il faut nuancer les choses. Oui. C'est vrai que dans leur appartement où ils se rassemblent, il y a cette citation de Mein Kampf où on dit que l'homme vigoureux, ça c'est les paroles de Hitler, l'homme vigoureux mais sain de sa force mais pas très intelligent est beaucoup plus utile qu'une espèce d'homme déformé et comment on peut dire, d'handicapé, même si son intelligence est immense. Mais tout de suite ils se reprennent et ils disent mais nous, lui avec sa claudication, je serais plutôt dans cette catégorie. Et donc, il revient sur ces paroles en comprenant leur insensée bêtise. Ce que vous oubliez, je vais continuer un peu, permettez-moi, ce que vous oubliez, c'est que les personnages évoluent. Et donc, en passant de cette radicalité, peu à peu, ils arrivent à la compréhension de cette troisième naissance. Exactement. Et leur force n'est pas de marteler les idées qui sont radicales et qui peuvent faire peur, qui peuvent fuir nos lecteurs s'ils n'ont pas le cœur bien accroché, mais j'espère que c'est le cas. Donc, leurs idées évoluent et ils voient l'essentiel. C'est ce que je voulais dire, c'est que ce Vivian, il est très intéressant parce qu'il va dépasser cela. Malheureusement, sa vie sera trop courte pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il atteigne cette alternaissance, mais c'est quelqu'un qui évolue. Il a légué cette tâche, cette mission au lecteur. C'est grâce à lui, grâce à son expérience négative et grâce à cette évolution positive que le lecteur peut comprendre l'alternaissance. Parce que ces jeux, il y a un peu de bruit, excusez, restez immobile, sinon ça nous distrait. Grâce à cette expérience, on comprend beaucoup mieux l'alternaissance, parce que ces idées dont nous parlons, ces idées qui peuvent paraître insensées et extrémistes, on comprend à un moment que c'est un ping-pong idéologique tout le temps. Vous êtes, oui, on a employé déjà des très gros mots, fascistes, identitaires, etc. Mais si vous regardez les médias, on n'entend que ça. C'est un identitaire. Non, c'est un populiste. Non, c'est de l'extrême droite. Et en quoi? On passera notre temps à s'envoyer ces messages insensés au lieu de penser à une chose, c'est que nous vivons sur cette terre, ce bateau fragile qui sombre, qui est en train déjà de sombrer pour des raisons démographiques, pour des raisons écologiques, pour des raisons militaires, que nous sommes en guerre permanente. L'état de l'histoire humaine, c'est la préparation de la guerre ou c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre état. On est toujours en train de bombarder quelqu'un. La Syrie, l'Irak, la Libye, où Vivien envoie tous ces personnages néfastes et nuisibles. Et donc, il comprend très bien qu'au lieu de jouer à ce ping-pong, à cette partie de tennis insensée, il vaut mieux s'unir et comprendre que notre vie, c'est 20 000 jours, qu'on est très fragile et que l'amour consiste à voir dans autrui la possibilité de se sauver. Et cette possibilité de se sauver, c'est aussi la possibilité de sauver l'autre. Comme ça se passe avec la mère de Vivien, oui, avec Gaïa de Lenden, qui, comme vous l'avez lu, elle se retrouve au bord du suicide. Oui, oui, voilà. Et c'est grâce à ce sauvetage, grâce à cette marche, à ce nouvel horizon d'être, qu'elle parvient à échapper à cette mort. Oui, donc le personnage de Gaïa, donc, est-ce que vous avez choisi le nom sciemment, Gaïa? Gaïa, c'est un nom très courant. Elle est d'origine italienne, donc c'est un nom très courant. Donc il n'y a aucune valeur symbolique. Voilà, parce que c'est quand même, bon, pour nous aussi, Gaïa, la terre-mère. Mais donc, elle a aussi une vie qu'elle finit par juger absurde et
qu'elle rejette et elle est désabusée, donc au bord du suicide. Et là, il y a une rédemption qui vient, alors, et là, de l'amour, mais d'une sorte d'amour que j'ai trouvé très particulière dans vos livres. Chaque amour est particulier. Mais bien sûr. Chaque amour est particulier. Mais heureusement. Voyez, on arrive quand même toujours à la définition A plus B. On est dans un pic cartésien, on le sent. Hein. Il faut développer. L'amour, c'est... Surtout, ne vous détachez pas de cette voie. Dans vos livres... C'est un très bel amour parce que ce n'est pas du tout un coup de foudre que vous allez trouver dans des romans populaires. Ce n'est pas... comment on peut même pas appeler ça, cet amour, ces attirances un peu érotico-sexuelles qu'on décrit dans l'autofiction à la française. Oui, les bris sont pleins de ces histoires qui sont souvent d'ailleurs assez déprimantes. Non, c'est un amour spirituel, c'est un amour bien sûr qui a son aspect physique, mais c'est un amour qui est le cheminement de deux personnes sur cette route de salut. Sur cette route de l'alternaissance, où l'homme, comme la femme, le narrateur et Gaïa, découvrent justement cette troisième dimension. Ils se disent non, ce n'est pas possible que ma vie se réduise à cette poignée de jours biologiquement, et ce n'est pas possible que ma vie ne soit que mes engagements politiquement corrects. Elle était un journaliste sociétal, elle s'engageait dans la lutte pour le transfert des migrants vers une Europe qu'elle croyait très, très riche et immense, mais l'Europe n'est pas infinie. Elle comprend l'imposture de ces engagements et surtout que ce migrant, au lieu d'être un homme défini, un homme unique, un être humain, notre frère humain, elle est devenue juste une formule idéologique. Oui. Elle a compris donc l'imposture de cette vie et elle s'est retrouvée au bord du suicide et grâce à la rencontre avec le narrateur, elle va vivre cet amour que vous jugez particulier, mais pourquoi pas? Oui, c'était pas particulier, mais en tout cas différent. Quand vous décrivez des amours du temps de la jeunesse, oui, ce sont les amours que vous avez décrits. Une attirance physique, un coup de foudre, quelque chose d'éminemment charnel. Et puis là, c'est autre chose. Et c'est un amour sur lequel vous ne mettez pas beaucoup de mots, comme si c'était... on sent une grande harmonie entre les personnages, une grande sérénité, aussi une recherche, mais comme si c'était sacré, comme on n'a pas à mettre de mots là-dessus. C'est une communion. L'amour dont vous parlez, c'est surtout la communication. On communique beaucoup, on communique sur son corps, on communique par le corps, on communique par l'acte sexuel. Le sexe, c'est aussi un langage parfois un peu cru, mais c'est ce langage-là. Il l'a vécu dans ses aventures humanitaires. Elle a rencontré des hommes, des Africains, elle a vécu pleinement cet amour. Mais à un moment, elle dit, mais finalement, ma vie sentimentale se réduit à des relations génitales. L'intérêt de cette femme, c'est qu'elle est très lucide. Elle ose dire ce que d'habitude on cache. On est gêné par ses aveux. Elle le dit, elle le reconnaît. Et c'est ça qui d'ailleurs la fragilise, mais c'est ça qui la rend aussi très, très forte. Il y a deux sortes, vous voyez, si vous aimez catégoriser l'amour, on parle souvent de l'amour oblatif, l'amour qui donne, et l'amour captatif, qui capte, qui profite de la femme ou du corps féminin ou du corps masculin, pourquoi pas, oui, l'amour captatif. Et donc, il découvre cet amour particulier, prenons ce mot, qui se situe à un autre niveau, qui se situe au niveau de l'alternaissance. Il comprend très bien que cette voie peut le mener même dans l'attitude vis-à-vis d'autrui, dans un domaine insoupçonné de richesse. À un moment, l'auteur dit « J'ai vu les traces, dans la neige, j'ai vu les traces de Gaïa, et je n'ai jamais ressenti, durant toute ma vie, la présence d'une femme aimée dans un lieu où elle n'est plus. Ces traces étaient suffisantes pour imaginer toutes les richesses et tout l'amour, toutes les passions qu'il lui porte. Donc, voyez-vous, c'est un amour presque qui décrit en creux, mais on comprend sa qualité et son contenu très intense. Oui, c'est pour ça que moi j'avais employé l'adjectif sacré, presque quelque chose de sacré. Et
Ce qui m'a aussi frappé dans le livre, c'est que le virage que prennent les gens qui vont se diriger vers... alors vous appelez ça l'alternaissance, moi je pense que c'est une sorte de sagesse. Une sorte de sagesse. C'est souvent, dans le livre, comme un arrêt sur image. C'est-à-dire que la vie est un flot de désirs, d'ambitions. C'est le temps suspendu. C'est le temps coup, suspendu. Nous avons parlé de ce temps. Là, je oui. vous ai décrit d'abord les temps qui gèrent notre existence. Le temps biologique, on n'y peut rien. Le temps astronomique, le soleil se lève et se couche. Là, oui, on ne peut pas l'effacer du ciel. Et surtout la cadence professionnelle. Professionnelle, matrimoniale, maritale, familiale, et ainsi de suite. Nous vivons dans une cage de cadence, oui, comme des fouets qui tout le temps nous indiquent ce qu'on doit faire, etc. Et bien sûr, la cadence communicative, on communique avec les autres. Et tout à coup, il y a cet arrêt, ce temps suspendu. Je vous ai prouvé par cette expérience, mais qui est tout à fait physique, qui a été faite par les Russes, de la relativité de ces cadences. Non, l'homme enfermé dans un local, nourri, qui dort très bien, son temps change. Déjà, son temps physique change. Donc, ce n'est pas du tout absolu. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que l'intuition de la présence d'un autre temps, d'une autre temporalité en nous, elle est réelle. Plusieurs philosophes ont essayé de le définir. Bergson disait, oui, il y a ce moi inauthentique, ce moi galvaudé par la vie sociale, par le langage, etc. Il y a ce moi intérieur qui a ses propres rythmes, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vit en société. Proust a essayé d'exprimer ça d'une façon plus littéraire. Mais même nous, sans écrire à la recherche du temps perdu, nous rendons compte qu'il y a ces moments suspendus. On se dit, mais finalement, mon moi intérieur, cette alternaissance, elle est là, elle est devant moi. On est parfois même angoissé. Pourquoi les gens rejettent cette voie souvent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'une dimension tellement enthousiasmante, vertigineuse, qui s'ouvre, fait peur. C'est comme si on était en présence de son âme. Oui, l'âme, on parle de façon très abstraite. Et tout à coup, oui, dans le miroir, on voyait un autre. On voyait cet être que nous sommes et que nous tuons en nous par la cadence dans laquelle nous engageons. Oui. C'est une rencontre avec sa vérité, sa propre vérité. Voilà. Oui. Et c'est souvent ce temps suspendu, tout à coup, il s'accompagne d'une image de femme. Dans ce livre-ci, mais dans d'autres livres aussi, où c'est le souvenir d'une femme qui était sur des gradins, une femme qui s'en va sur un chemin. Il y a toujours. Vous avez remarqué ça? S'il s'agit du narrateur, homme, oui. Mais ce n'est pas du tout obligé. D'abord, un homme, on le sait très bien, il peut être amoureux d'un homme. Et c'est assez fréquent, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, la personne aimée, je dirais pas une femme, une personne aimée. Une personne aimée, mais l'amour, comme la création, suspend le temps. Nous étions tout à l'heure dans ce magnifique musée. J'étais, comment vous dire, mais non pas étonné, j'étais transporté, transfiguré par la beauté que vous avez ici et dont j'ignorais complètement la présence. Et nous regardions tous ces beaux visages féminins et je vous ai dit à un moment, mais attendez, il y a 4 siècles. 4 siècles. Les 4 siècles se sont écoulés entre ce regard qui nous vise, cette femme qui est arrêtée dans le cadre de ce tableau, qui est suspendue, et nous-mêmes. Mais la création, c'est aussi cela. C'est savoir briser les rythmes mortifères qui nous emprisonnent. La création, l'amour, le souvenir. Et Saint-Augustin le disait très bien. Il disait « Memoria ipsa anima est ». Mais la mémoire, c'est l'âme même. Pourquoi Proust était tellement attaché à ces instants où il échappait au temps? Mais pour une raison très simple, c'est que c'est là où il sentait son âme véritable, son identité véritable, cette alternaissance. La troisième naissance, il le sentait à ces moments-là. La mémoire, c'est l'âme même. Oui. Moi, je pensais que dans l'alternaissance, il n'y avait pas que la mémoire, il y avait aussi... Je vous parle de l'amour, je vous parle de la création, donc il y a tout un ensemble de ça. facteurs, et sans doute mes lecteurs pourraient citer des exemples de leur expérience personnelle où ce temps suspendu, tout à coup, nous fait sentir que tout ne se réduit pas à ces rythmes-là. Et c'est ça l'essentiel. Finalement, le seul message, le vrai message de ce livre, c'est bien cela.
c'est que l'amour entre cette femme sauvée d'un suicide et le narrateur, elle passe naturellement et nécessairement par la découverte de cette dimension. Et peut-être, comme le temps passe et demain je prends mon avion et je pars tout à l'heure, on pourrait peut-être donner la parole, aux lecteurs, parce que c'est parfois les questions des lecteurs m'intéressent beaucoup. Hier j'étais à Perpignan et je voyais au premier rang un homme qui commençait à prendre des notes. Et puis, à la fin de la conférence, quand on posait des questions, il m'a dit « Mais est-ce que vous connaissez Edmé de Chateaubriand ?» J'ai dit « Non, je n'ai jamais entendu parler. Je connaissais François, je connaissais le grand Chateaubriand. Paraît-il, c'est un grand philosophe. » Et donc, cet homme, non seulement a lu le livre, mais il a fait référence à un philosophe, à un penseur dont les idées, à son sens, se rapprochaient de cette théorie de l'alternaissance. Et donc, vous voyez, ce lecteur m'a enrichi énormément. Il fallait aller donc en Catalogne pour apprendre les choses que j'ignorais complètement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Parce que oui, c'est vrai, M. Mackin doit partir bientôt. Et... On pourrait passer la nuit en parlant de cette dimension insoupçonnée dont j'ai énoncé un peu les contours, mais je préfère que ça se fasse dans votre réflexion. Comme je vous ai dit, l'alternaissance, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doxa, ce n'est pas un dogme. L'expérience personnelle doit s'inscrire dans ce que je raconte dans ce livre. Et c'est cette expérience-là qui est le plus intéressant. C'est le cheminement doit être très personnel. Et dans cette expérience, dans les personnages que vous présentez, il y a souvent le partir. Est-ce que partir fait partie, justement, de ce... Est-ce qu'on s'approche de l'alternaissance de départ en départ? C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, en sortant de cette médiathèque, tout le monde va aller chez soi ou prendre un verre, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas regarder le ciel. Vous vous arrêtez et vous regardez le ciel. Et vous êtes parti déjà. Vous êtes parti. C'est le premier pas. C'est-à-dire briser ce rythme. Briser le rythme qui nous est imposé par l'habitude, par nos us et coutumes, par notre carcan professionnel, par nos obligations familiales, par notre corps aussi. Juste s'arrêter ou voir, je ne sais pas, on s'étonnait aujourd'hui de la beauté de ces arbres peints par un peintre autochtone, juste des arbres, des troncs d'arbres. Mais c'était d'une beauté extraordinaire. Il a suspendu cet instant. Et donc, on peut le faire sans peindre. On peut le faire juste dans notre mémoire. Et c'est le premier pas vers l'alternaissance. C'est briser ce rythme. C'est-à-dire sortir de cette cadence insensée qui nous mène très vite à la disparition. Oui. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à ajouter. Je crains de dépasser le temps parce que moi, j'ai encore des questions. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous en avez. D'habitude, dans ces cas, la première question est difficile. Commençons par la deuxième. Ah oui. Donc, peut-être il y a une deuxième question. Il faudra tout simplement lire ce livre-là et ça sera beaucoup plus simple. Oui. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, sinon, on va rester dans les généralités. Et en arrivant à Bordeaux, je fais une conférence avec un journaliste d'une grande intelligence, c'est le cas de le signaler. Il n'est pas du tout superficiel comme ils sont souvent dans ce métier. Le journaliste est parti, donc je peux le dire. Et donc un homme profond. Et je remarque ça par le nombre de marque-pages dans son livre. Je me dis, c'est étonnant quand même, c'est hérissé de marque-pages. Et à la fin, il me dit quelque chose qui m'a énormément ému. Je parle de ces diggers, de ces chercheurs de l'alternaissance. Tout dig en anglais, c'est creuser, n'est-ce pas, qui creuse la vérité. Et il me dit, mais monsieur, comment moi, je pourrais être un digger? Et je lui dis, mais vous l'êtes déjà, vous avez lu ce livre. C'est-à-dire, vous avez déjà toutes les idées. Je ne suis pas un gourou pour vous imposer des préceptes. Vous êtes déjà fondamentalement, profondément, l'homme qui avance vers l'alternaissance. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner au lecteur, c'est tout simplement de lire ce livre. Oui, je pense que quand les gens qui aiment lire sont déjà des gens qui creusent. Déjà, l'amour de la lecture, c'est ça. Des gens qui tout simplement se disent non, je ne
me réduit pas à ces deux rythmes-là, à ces deux premières naissances. Est-ce qu'on pourrait lire un petit extrait? Je ne sais pas si ça se fait en France. Est-ce que la lecture ne vous fatigue pas? On le fait dans les pays germaniques. Dans les pays germaniques, ils peuvent entendre pendant des heures. Ça m'a toujours étonné. C'est leur culture. Oui, en Allemagne, on fait des longues lectures de 2 heures. Et je me dis, ça ne passerait jamais comme ça en France. Les Français préfèrent les controverses, oui, les débats d'idées, mais non pas une lecture. Mais si vous avez un extrait qui ne soit pas trop long. Malheureusement, j'avais noté des... Alors je vais lire un extrait où l'on voit le personnage de Gaïa. Allons marcher sur nos terres, me dit-elle, en enfilant un manteau. Nous sortons faire quelques pas pour marquer cette heure, en fin d'après-midi, où la lumière décline vite et son bleu semble vivant, conscient de notre présence. Nos terres. Ce bout de gazon sauvage, une broussaille d'épiniers qui nous sépare de l'ancien domaine des Linden. La fraîcheur descend de la forêt des hêtres, fait frissonner Gaïa qui ramène sur elle les pans de la vieille pelisse, et j'ai la sensation très vive de la proximité de ce corps féminin. Un corps aimé, me dis-je, comprenant l'inexactitude de ce mot, car il faudrait alors nous appeler amants, retracer l'intrigue de notre liaison. Non, rien de tout cela. Juste cette silhouette que voile la chute du jour, cette main retenant le col de la pelisse, les doigts dont je connais le toucher sur mon visage. Il y a, dissimulé par ce large manteau, la plénitude corporelle qui contraste avec la fragilité des poignets, la finesse des chevilles, sujettes aux foulures, avec les clavicules qui semblent ployer sous le poids des seins. Une présence qui fait partie de la fugace éternité, un soir de mars, dans ce lieu difficile à trouver sur la carte de la Flandre occidentale. Nous rentrons, je rallume le feu, Gaïa termine sa lecture, les toutes dernières paroles de son fils. Merci beaucoup, c'est très bien choisi. Donc peut-être ça vous donnera aussi l'aperçu du style. Nous avons parlé beaucoup d'idées, mais le livre est avant tout le style. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et peut-être une autre fois avec encore plein d'idées qui viendront maintenant de vous. Merci beaucoup. Merci.